Hey, salut tout le monde. Ces derniers temps, on vous a pas mal gâté sur le sujet de l'OSINT. D'abord un Cyber Talk avec Julien Métayer, histoire d'avoir les bases, puis un Anon Talk avec Ostara pour aborder les sujets un petit peu plus sensibles. Mais au final, il manquait toujours une partie un peu plus pro, un peu plus technique. Et ça tombe bien, c'est le sujet de cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous recevons Navlis, Huge et Palenat, qui sont chacun venus avec un sujet ou une histoire, pour vous montrer ce qu'il est possible de faire grâce à l'OSINT. Accrochez-vous à votre siège, et c'est parti pour ce premier Man in the Middle. Juste avant de démarrer, on voulait en profiter pour remercier énormément tous les gens qui ont commencé à contribuer au Patreon. On l'a ouvert le mois dernier suite à la vidéo d'annonce de la saison 2, et vous êtes déjà un peu plus d'une dizaine à nous soutenir, donc vraiment merci, ça nous fait énormément plaisir, et on espère que les projets à venir vont vous plaire. Voilà. Sur ce, bonne vidéo, amusez-vous bien. Si on commençait justement par les présentations, à peut-être faire dans l'ordre visuel. Commencer par toi, Huge. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Moi, je gère une boîte de cybersécurité qui s'occupe de cartographier les surfaces d'attaque face aux menaces hybrides, donc à la fois techniques, informationnelles et réputationnelles, notamment grâce à des techniques de ZINT, aussi de pentest. Sinon, j'ai une quinzaine d'années d'expérience en pentest, Red Team, CTI, que ce soit technique ou organisationnel, fonctionnel, chef de projet, tout ça. Tout ça, très bien. Impeccable, merci. On va passer à Navlis. Bonjour à toutes et à tous, merci déjà pour l'invitation. Je suis super content d'être là. Donc moi c'est Navlis ou Sylvain Gery. Qu'est-ce que je suis? Je suis un enthousiaste de l'OSINT et de l'InfoSec. J'ai commencé en tant que consultant en sécu dans une boîte qui s'appelait Digital Security Econocom, et avant j'étais en stage chez Sysdream il y a bien longtemps. Maintenant j'ai monté une boîte en fait spécialisée en OSINT qui s'appelle Epios, et où en fait on fait de la désanonymisation d'adresses mail et de numéros de téléphone, en gros, de l'enquête automatisée un peu OSINT sur les adresses mail et numéros de téléphone. Et à côté de ça, j'ai cofondé OSINT FR avec Huge, et je fais également partie du staff de Hackers Voice, enfin de HZV, qui organise le hack qui s'appelait auparavant la nuit du hack, où là j'organise l'OSINT Village pour la seconde année. Et donc cette année, on va avoir 2 jours et une nuit uniquement consacrée à l'OSINT dans une salle de 400 places, où on fait venir des speakers internationaux et tout ça. Donc voilà, pour faire très rapide. Très bien, très joli CV. Palenat, à toi. Palenat, enchanté. Qu'est-ce que je fais? Je fais de l'OSINT, ça m'est arrivé de faire des outils. Peut-être que certains me connaissent, des outils d'OSINT, comme Olé. En gros, c'est un outil qui permet de voir si un email est enregistré sur des sites web. J'ai été un petit peu connu à cause ou grâce à cet outil, je sais pas. J'ai fait quelques conférences d'OSINT à des événements justement comme la nuit du hack, enfin le hack, Interpol ou d'autres trucs, mais sinon, non. Je fais de l'OSINT. J'ai apprécié particulièrement faire des outils d'OSINT, plus axés sur tout ce qui est réseaux sociaux, SOCMINT. Mais à part ça, j'aime la vie. C'est déjà très bien, c'est déjà très bien. Ok, impeccable. Bon, Nubo, tu m'avais pas menti, hein. Je connaissais pas les CV avant de venir, mais bravo messieurs, je pense qu'on on aura de quoi discuter. Palenat, c'est la personne dont Ostara vous parlait pendant l'Anon Talk, et c'est la personne qui a inspiré la création des outils pour Maltego, créés par Ostara. Très bien, noté. Et la petite précision. Le but de la soirée, c'est d'avoir des histoires un peu croustillantes, un peu plus techniques que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant dans les talks sur le sujet de l'OSINT. Chacun des invités est venu avec une histoire ou quelque chose à nous raconter. On va le laisser raconter son anecdote ou peu importe, nous décrire son outil, son histoire. Et ensuite, derrière, on va essayer d'échanger pour voir un peu ce qu'on peut sortir encore une fois, de croustillant là-dessus. Moi, en fait, je suis un peu curieux de tout, pour le coup. En fait, auparavant, avant de bosser uniquement sur de l'OSINT, donc j'étais consultant en cybersécurité. Je faisais différentes choses, je faisais du Red Team, donc plus sur la partie intrusion physique, social engineering et OSINT. Mais je faisais aussi par exemple de la threat intel, alors à petit niveau, hein, pas full-time comme des personnes qui travaillent chez Sequoia ou alors dans l'équipe Grey de Kaspersky ou alors Team Cymru ou ce genre de trucs. Mais en fait, par exemple, j'étais chez des clients et je mettais en place des départements OSINT, tout ce genre de trucs pour, comment on peut améliorer la cyber threat intelligence avec de l'OSINT. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Cyber Threat Intelligence, c'est le renseignement sur les menaces cyber. Pour faire un peu une définition grossière, c'est est-ce que je me suis fait pirater? Qui m'a piraté? Et rechercher en fait qui est derrière. Est-ce que c'est une APT, donc une attaque un peu avancée qui peut être étatique? Ou est-ce que par exemple c'est un groupe de ransomware
Ou alors, est-ce que c'est Jean-Kévin, 12 ans, qui est en pyjama dans sa chambre, qui essaye de hack the planet avec Kali Linux et Metasploit, quoi. Et en gros, des choses toutes bêtes, en fait, la strat Intel, soit vous pouvez claquer énormément de pognon pour prendre ce qu'on appelle des IOC. Je sais pas si j'explique peut-être des IOC. C'est en Ouais, fait vas-y. des haches que vous allez avoir sur les malwares, sur ce genre de choses. Et en fait, vous achetez des feeds, donc comme des abonnements, où en fait vous recevez les IOC les plus communs, etc., et les plus dangereux. Et comme ça, vous surveillez votre réseau. Et dès que vous voyez un hash qui est lié à un malware connu, etc., bah, en fait, vous pouvez mettre sous quarantaine et tout ça. Et donc il y a ça, mais en fait, il y a plein d'autres choses. Et notamment, comment on peut utiliser l'OSINT dans la Cyber Threat Intelligence? Bah, un truc tout bête, en fait, c'est déjà c'est Certificate Transparency. En gros, bah, vous êtes une grosse banque, ou vous êtes une grosse assurance, ou je ne sais quoi, ou juste une petite entreprise. Et en fait, l'un des points de départ à chaque fois, ça va être le site de phishing, ou le site de spear phishing, et directement vous allez envoyer un mail de spear phishing aux collaborateurs. Les personnes vont penser que c'est le site, je sais pas, admettons, je sais pas, le site, l'entreprise c'est nubosaurus.com. Et bien en fait, les personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer un mail à toutes les personnes qui travaillent chez Nubosaurus, et ils vont personnaliser avec les centres d'intérêt de la personne. Donc, c'est-à-dire que moi, si je vois que l'admin 6 de Nubosaurus, c'est un fan de Star Wars, etc., bah, je vais envoyer un mail de spear phishing, bien évidemment, en lien avec Star Wars, pour être sûr que la personne clique. Et ensuite, je vais me faire passer peut-être pour le CE de l'entreprise Nubosaurus. Et pour faire ça, moi, en tant que pirate, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais prendre mon domaine proche de Nubosaurus. Et peut-être que je vais mettre 3 O, peut-être que je vais mettre un A dans un caractère un peu cyrillique, ce genre de choses, qui va pas être inscrit de la même manière, mais visuellement, en fait, on va pouvoir voir ce genre de choses. Donc, certificat de transparency, par exemple, c'est juste des domaines. En fait, dès que quelqu'un crée un certificat TLS pour un site web ou ce genre de choses, n'importe qui peut voir, bah voilà, il y a tel certificat qui vient d'être déposé, qui vient d'être utilisé. Et en fait, ça, vous pouvez voir ceux qui font du typo squatting. Et comme ça, en fait, vous pouvez voir, ok, bah il y a des personnes qui ont register le site web Nubosaurus, par exemple, avec un Z à la fin, .com. Et là, tu te dis, ok, est-ce que c'est vraiment quelqu'un de mon organisation? Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est externe à l'organisation et qui commence à faire ce genre de choses? Et donc, déjà, ça vous donne déjà des insights, enfin, ça vous donne du renseignement sur, ok, peut-être qu'on va avoir une attaque. Et après, bah, bien évidemment, vous avez reçu votre attaque, les personnes ont cliqué malencontreusement, et vous allez avoir plusieurs éléments. Déjà, vous allez avoir, la première chose, ça va être l'adresse mail dans laquelle a été véhiculé le malware. Alors, généralement, les pirates ne sont pas bêtes, et donc ils utilisent comme des burner phones, mais en fait sur de la partie email. Mais à des moments, en fait, ils font un peu des trucs pas terribles, où ils utilisent des adresses mail où la vie pro et la vie perso se mélangent un peu. Et donc, en fait, grâce à ça, on va pouvoir retrouver des informations. Il y a quelque chose que j'aime bien dire aussi dans l'OSINT, c'est que c'est pas parce qu'une donnée est confidentielle aujourd'hui qu'elle ne le sera pas demain. C'est-à-dire que, en gros, vous avez, on va parler des data leaks, bien évidemment. Plein de Ouais. personnes vont dire oui, le leak, c'est illégal en France, c'est du recel d'informations, etc. Ok, mais en fait, ça peut être utilisé par les threat actors, comme ça peut être utilisé à des moments par des chercheurs en cybersécurité ou en threat intel. Et par exemple, bah, un cas tout bête, vous avez donc l'adresse qui s'appelle hacker du 75 @gmail.com. Bah, en fait, c'est une adresse mail qu'il a créée juste pour faire ses menaces. Et en fait, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter dessus, mais peut-être qu'il a oublié d'utiliser un VPN. Ou peut-être qu'il a mis comme son numéro de téléphone perso pour pouvoir créer l'adresse, etc. Mais c'est normal parce que il n'y a pas de problème. Puisque, en fait, c'est de la donnée qui est confidentielle, c'est de la donnée que juste Google va avoir, mais pas les autres personnes. Et demain, vous pouvez avoir, par exemple, soit une fuite d'informations. Donc, en fait, s'il y a une fuite d'informations, tout le monde va pouvoir voir avec quelle adresse IP il s'est connecté, etc. Ou alors, vous pouvez avoir ce qu'on fait, nous, chez Epios, avec toute notre équipe de R&D et tout ça, c'est par exemple de trouver des nouvelles techniques aux int pour pouvoir justement, depuis une adresse mail ou un numéro de téléphone, retrouver la personne. Et là, par exemple, sur un certain groupe, eh bien, on a réussi à récupérer le numéro de téléphone qui était utilisé pour linker son compte Google, etc. Et en fait, directement, avec ce numéro de téléphone, on peut retrouver plein d'informations, son compte Telegram, son compte Google également, même en fait si des privacy settings sont mis en place à des moments. Donc pas toujours, mais ça peut arriver. Et ensuite, nous, ce qu'on va faire dans le monde de la CTI, c'est vraiment trouver du pivot. Et tout le monde dans l'OSINT fait ça, trouver du pivot.
C'est-à-dire, ok, bah maintenant que j'ai un numéro de téléphone, bah moi ce qui m'intéresse c'est un alias. Et depuis un alias, bah vous allez utiliser des services comme whatsmyname.app ou alors Maigret de Soxoy ou alors Sherlock, il y en a plein pour voir, ok, hacker du 75, bah c'est pas un username qui est utilisé par pas mal de personnes. On va regarder justement sur quel site web le même pseudo est utilisé. Et ensuite, vous allez tomber sur une adresse mail. Depuis l'adresse mail, vous allez voir qu'en fait, la personne a un compte Google avec des Google Maps Review dans une ville d'un pays de l'Est où la personne dit que son lycée, ses profs sont pas sympas et tout ça. Donc déjà, ça vous donne des informations sur à peu près l'âge de la personne. Ça vous donne des informations sur là où il vit. Et après, vous allez tomber sur son compte GitHub, par exemple, mais son compte GitHub personnel. Et vous voyez que dans son compte GitHub, il a forqué certains outils, notamment par exemple Sliver, qui est un C2 très connu, etc., qui est codé en Go. Et là, en fait, vous allez encore avoir de l'information. Donc, vous avez déjà retrouvé le real name de la personne, mais vous voyez aussi ce qu'on appelle les TTP. Donc, en fait, les différentes techniques, tactiques et procédures qui sont utilisées par le threat actor. Et là, vous savez, ok, je sais que ce groupe cybercriminel, en fait, ils utilisent Sliver. Donc moi, je vais pouvoir me booster ma sécurité aussi, parce que je sais qu'ils utilisent Sliver, donc je vais essayer de voir quels sont les comportements de Sliver pour pouvoir bloquer ce genre de choses dans ma sécu. Donc voilà, en fait, d'un point de vue vraiment très court, comment peut arriver une investigation en fait sur un threat actor, etc. quoi. Ouais, ok, donc en fait, tu essaies de trouver des points de pivot comme ça sur le. Ouais, pour aller faire de la threat intel. C'est vrai qu'on en avait peu parlé au final avec Métayer de ça un petit peu, mais je pense que c'était pas son taf non plus, donc. L'avantage qu'on a dans la CTI, c'est qu'il y a plein de personnes qui postent des articles vraiment où ils expliquent comment ils ont investigué. Donc l'OSINT est utilisé, mais pas toujours. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire de la CTI avec du reverse de malware, par exemple. Et juste de voir, par exemple, quelles sont les variables qui sont utilisées, ce genre de choses. Mais aussi voir l'acquisition du C2, où est-ce qu'il est hosté, par exemple, le C2. Et après, les forces de l'ordre, ils ont des moyens différents parce qu'ils peuvent faire une réquisition judiciaire, par exemple, chez OVH, chez AWS, etc., etc. Et donc, en fait, c'est encore autre chose. Mais nous, déjà, on peut trouver des informations qui sont intéressantes. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est des failles d'obsèques chez les mecs. Ça reste des humains, et donc, à des moments, il suffit d'une fois où il s'est connecté avec sa real IP, ou alors une fois où il a créé un compte Twitter par exemple, et pour pouvoir avoir des abonnés au tout début, qu'est-ce qu'il fait? Il va suivre ses potes, ou il va demander à ses potes de le suivre. Et donc rien que ça, vous vous dites, purée, les premiers abonnés, en fait, c'est un tel et un tel. Et en fait, ça vous donne des indications sur le mec, etc. quoi. Le monde est petit, ouais. Ouais, exactement. Et c'est possible de faire ça, j'ai envie de dire, en temps réel, en veille en temps réel, tu vois, de vérifier un peu pour savoir, je sais pas, avoir une alerte peut-être à 24 heures, tu vois, à te dire, bon, ok, là sur les dernières 24 heures, on s'est fait, on a détecté tant de typo squatting ou des trucs comme ça, tu vois. Ça se fait en temps réel, ouais, t'as pas besoin de semaines et de semaines de traitement. En fait, ouais, complètement. En fait, tu peux. Après, c'est à toi d'optimiser tes process et tout ça, et de voir ton organisation sur quel aspect en fait elle a des lacunes. Mais ouais, par exemple, Certificate Transparency, c'est juste un script à run, et tu vois le truc au fur et à mesure. Tu peux mettre des règles comme un espèce de grep, et tu dis voilà, tout ce qui commence par le mot noob, ou tout ce qui commence par tel truc, ou alors directement. Et tu fais des watchlists en fait. Et là, on est proche aussi du monde de la veille. Et moi, je suis en autodidacte, donc tout ce qui est définition, je suis pas très bon. Mais une personne juste qui va utiliser TweetDeck, par exemple, pour pouvoir faire sa veille sur des threat actors, ou alors voir qui parle de son entreprise, ce genre de truc, avec le mot hack, avec le mot menace, ou ce genre de choses, en fait, déjà, ça te donne des indications. Et tu vois qui sont les relais aussi. En fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que dans l'OSINT, c'est comme l'informatique, ou c'est comme la sécu, tu vois. On parle OSINT, mais en fait, le domaine, il est large, il est super grand. Et peut-être que Julien vous en a parlé la dernière fois. L'OSINT est utilisé par des journalistes, elle est utilisée par des law enforcement, dans l'intelligence économique, dans la strat intel, par les RH pour faire du background check. Enfin, tu vois, c'est ça qui est passionnant. Et par exemple, l'année dernière, pour l'OSINT Village que j'avais créé, j'avais fait venir Camille Dolé, donc, qui est une fille qui est enquêtrice privée. Et en fait, elle utilise l'OSINT, par exemple, dans la traque d'œuvres d'art qui sont volées. C'est super intéressant, parce que tu te dis, ok, je pensais pas du tout qu'il y avait ce genre de thématique. Et tu vois aussi, alors là, par exemple, j'ai vu un article récemment que le Hezbollah, justement, utilisait le trafic d'œuvres d'art, etc., pour se faire de l'argent, ce genre de choses. Et en fait, on peut très bien se dire, ok, mais peut-être qu'il y ait des attaques étatiques,
qui justement vont essayer de blanchir ce genre de trucs, de l'argent, du ransomware ou ce genre de choses. Et on peut reparler aussi de Lazarus Group, donc, qui est un groupe nord-coréen, enfin affilié nord-coréen, où en gros, bah, vous voyez au début, ils ont fait des attaques qui se sont sophistiquées de plus en plus, jusqu'au moment où ils sont allés voir Hush Puppy, donc qui était un mec qui faisait de l'arnaque au président, mais un peu à grande échelle et tout ça, quoi, pour pouvoir blanchir l'argent. Et en fait, l'argent du ransomware était blanchi par Hush Puppy. Et en fait, c'est comme ça que Hush Puppy s'est fait vraiment gauler. C'est parce que il commençait à être intéressant parce qu'il arrivait dans le scope de Lazarus Group. Et alors que pendant des années et des années, il était public sur Instagram et tout ça, il postait son train de vie à Dubaï, enfin c'était n'importe quoi. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on voit la threat intel, en fait, certes, il y a la partie technique où vraiment il y a la reverse de malware, il y a regarder tout ce qui est tous les IOC et tout ça, mais on a aussi l'aspect humain parce que le mec, bah, le patron d'un groupe de ransomware, peut-être qu'il est super content d'avoir une Lamborghini, et il poste des photos de lui, et en fin de compte, derrière, on va voir une photo de lui sur sa Lamborghini, et on va faire du geoint derrière pour pouvoir voir, ok, où est-ce que la photo a été prise, et vous avez une plaque de rue, vous avez ce genre de choses, et en fin de compte, c'est là où il habite. Et donc, c'est ça l'avantage dans la threat intel, c'est que, en fait, on va faire le mix de tout ça. On va parler avec des linguistes, par exemple, et là, on peut parler des shadow brokers, ce genre de choses. Où en fait, il y a des personnes qui ont vu avec les shadow brokers, ok, mais on a l'impression que c'est un anglais qui fait exprès de faire des fautes de grammaire en anglais pour se faire passer pour un non anglophone. Et en fait, rien que ça te donne des indications, en fait. Alors, c'est pas des preuves ultra tangibles non plus, mais ça donne des indications. Et l'osine, c'est ça, en fait. À des moments, c'est de l'indice où il faut creuser, où on se dit, ah, c'est peut-être ça. Mais il faut éviter de tomber dans le biais cognitif aussi et d'utiliser les raccourcis. Et c'est pour ça que l'osint, en fait, c'est surtout un travail d'analyse. Beaucoup de personnes pensent que l'osint, c'est uniquement la collecte d'informations, mais non, c'est la collecte et l'analyse. Sans l'analyse, vous pourrez rien faire. Ça représente quelle masse de travail pour toi à peu près, enfin un pourcentage, tout ce qui est tracking de groupes APT ou ransomware? Est-ce que c'est une Alors, grosse moi, partie de ton taf ou pas? Alors moi, en fait, j'en fais pas, pour le coup. Mais il y a des personnes que je vous invite à suivre, du type Félix Aimé, qui est très très bon, du type Glacius, qui est très bien aussi, Justice Rage sur Twitter aussi, qui est très bien. Donc je vous conseille vraiment de le suivre parce qu'ils font un travail formidable dans la CTI. Moi, ce que je fais maintenant, je m'occupe uniquement de Epios, ma boîte en OSINT. Et donc en fait, on fournit des logiciels, justement, une partie gratuite et une partie payante, qui permettent aux law enforcement ou aux analystes en threat intel de pouvoir investiguer des APT ou des groupes de ransomware. Et à des moments, on a des retours où on se dit, non mais les gars, vous avez... En fait, on a des personnes qui nous disent, non mais on a chopé des gars juste avec Epios. Et on dit, mais pourquoi? Bah parce que le groupe de ransomware, ils sont ultra recherchés depuis je ne sais combien de temps, et le mec a laissé un review Google Maps, quoi. Et tu fais, mais what? Mais sérieusement, les mecs, mais... Enfin, non, t'as une obsèque de fou et tout ça. Et à des moments, on a des trucs un peu plus tricky où, bah, par exemple, il a utilisé son adresse mail perso pour son compte GitHub d'attaquant, quoi. Et en fait, nous, avec Epios, dans la version payante, on a justement une fonctionnalité. Tu mets une adresse mail, en fait, on est capable de retrouver le compte GitHub lié. Et en fait, juste ça, bah, en fait, t'as la preuve directement que en fait, le mec, ce nom, prénom, cette adresse mail qui appartient à telle personne, bah, en fait, elle appartient aussi au pseudo, un tel, etc. Et un autre truc qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a un module sur ProtonMail. Et ce qu'on récupère depuis une adresse ProtonMail, en fait, c'est juste la date de création de la clé PGP et la clé PGP. Donc pour ceux qui connaissent pas, la clé PGP, c'est pour chiffrer les mails et tout ça, quoi. Et moi, il y a des personnes qui me disent, ouais, mais ça sert à rien, c'est inutile. Et en fait, on a eu le cas d'un client qui faisait une investigation, notamment sur en fait une fuite interne. Le mec allait sur Red Forum pour vendre pour vendre des documents internes à l'entreprise. Et il supposait que c'était un mec, mais ils n'étaient pas sûrs. Et en fin de compte, il supposait que c'était ce mec parce qu'il y a eu une grosse dispute entre le manager et cet employé. Et en fait, ils ont vu que le compte ProtonMail, parce que nous, comme on voit la date de création de la clé PGP, généralement, la date de création de la clé PGP, c'est la date de création du compte ProtonMail. Et en fait, ils ont vu que le compte ProtonMail a été créé le lendemain de la dispute. Et là, tu fais, ok, ça donne des indications. Ouais. Et autre chose, après, c'est ta clé PGP, bah, tu peux faire une Google Doc. Et donc, chercher sur Google, ok, la clé PGP, et tu vois que la clé PGP, elle est partagée sur certains salons Telegram ou sur certains sites dark web, etc. Donc, il faut utiliser, par exemple, Onion Search, qui est un outil qui a été développé par Palenas aussi sur de la recherche dark. Mais en gros, juste avec ça, en fait,
tu vas avoir encore un nouveau pivot parce que tu avais une clé PGP et peut-être que tu vas voir que le mec, il relaie cette clé PGP mais avec un autre pseudo sur d'autres sites web. Et donc en fait, là, tu refais ton itération de recherche encore en mode, ok, bon, bah, maintenant que j'ai ça, je vais refaire ma roue et tout ça. Qu'est-ce que je fais comme recherche sur les alias, etc., etc. Et en fait, ça prend du temps à des moments. Et à des moments, c'est assez simple. Mais nous, ce qu'on essaie de faire avec les pioches, justement, c'est de rendre la chose la plus simple sans tomber dans le faux positif et puis dans les raccourcis. Et c'est ça qui est le plus difficile, en fait. Très, très intéressant. Yuge, de ton côté, tu as déjà utilisé ce genre de procédé, alors que ce soit ce qui est fait chez Epios ou ce genre de choses-là, côté CTI ou autre, tu as déjà utilisé? Oui, parce que j'ai déjà remonté des réseaux en CTI pur d'attaquants qui opéraient. J'en ai fait une conférence au FIC d'ailleurs, un petit talk au FIC sur un groupe d'attaquants qui scannait le net entièrement non-stop depuis 4 ou 5 ans en créant des faux sites, vitrines, des faux shodan en fait. Okay. Et qui avait environ 200 serveurs, enfin ils les ont toujours d'ailleurs, 200 serveurs d'attaque qui tournent dans le monde entier, qui brute force tous les services, soit en mode desktop, VNC, enfin tous les trucs un peu intéressants. Donc j'ai utilisé, oui, pour ça, du recoupement par rapport au serveur de domaine, par rapport au certificat SSL, etc. Là, bon, je suis pas retombé jusqu'au Gmail perso des attaquants, mais c'était plus des pivotages de la technique dans mon cas précis. Après, c'est sûr, oui, j'utilise des outils aussi pour voler ou autre, pour pouvoir des fois faire du profilage sur des attaquants ou sur des escrocs. Parce que justement, enfin moi, j'ai dans mes passe-temps, c'est quelque chose que je conseille pour faire de l'OSINT, c'est remonter des réseaux d'escroquerie. C'est plutôt assez efficace au niveau apprentissage, puis au moins c'est du concret. Alors faut être contrairement à des challenges montés de toutes pièces, on voit ça dans le pentest. Hein. Quand vous donnez une vraie mission pentest à quelqu'un qui fait que du CTF, il va par exemple passer une demi-heure ou 3/4 d'heure, voire la moitié de la journée sur un code offusqué en JS, mais en fait ça sert juste à calculer le nombre de visiteurs du site, vous savez, et puis mais lui il est convaincu qu'il y a un truc et tout. Bon, dans la vraie vie, il n'y a pas toujours de truc, et ça, n'importe qui sera autour de la table pourra en témoigner, que quand on fait une recherche, une investigation, n'importe quoi, on n'aboutit pas toujours, et donc les cas réels d'investigation sur des fraudes, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire et que je réutilise dans les formations que je donne avec ma société Bridgehunt. En fait, on se base sur des cas concrets justement à chaque fois pour que les gens aient vraiment quelque chose à manger d'intéressant et qui soit parlant. Alors par contre, ça fait des exercices qui sont temporaires, parce que bon, on imagine bien que ces escrocs ne restent pas toujours escrocs, et des fois ils se sont arrêtés, donc ça fait des nouveaux exercices à trouver. Mais tu procèdes comment pour inciter les gens à aller chercher des escrocs, comment ça se passe, ce genre de choses? Alors il y a un super site qui existe qui s'appelle signalarnaque.com, où c'est un site communautaire où tous les gens rapportent les choses dont ils sont victimes ou témoins. Dans ce cadre-là, en fait, moi, c'est l'histoire que je devais vous raconter ce soir, je crois. Alors garde-la pour après, si c'est ça. Mais en tout cas, c'est comme ça que je chope pas mal d'arnaques fraîches. C'est en faisant un peu de veille dessus. On est sûr qu'il y a le dernier numéro surtaxé à la mode est là, le dernier site phishing aussi. Bien sûr, on arrive après le constat, donc après que l'attaque ait eu lieu, ça permet pas d'anticiper, comme par exemple Sylvain parlait, de voir les nouveaux types swatting qui vont être utilisés, donc on n'est pas en amont de l'attaque. Voilà, et puis après pour la CTI pure, après ça dépend aussi des missions. Enfin, moi j'ai des missions de réponse à incidents avec mes clients, etc., où on fait un peu de ZINT, on fait un peu de CTI pour pouvoir identifier un peu qui sont les attaquants. Quand ils disent qu'ils sont russophones, faut pas toujours. Enfin, on parle des fausses flags tout à l'heure. C'est très courant chez les attaquants de créer des faux
faux domaines qui sont ah tiens c'est bizarre, c'est hébergé dans un pays louche, puis en fait les gens qui sont derrière sont pas du tout louches du tout. C'est juste qu'ils utilisent des serveurs louches, mais voilà. Palénat, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette section Alors tout ce qui est CTI, c'est pas du tout ma spécialité. Donc je trouve qu'ils ont dit des choses très intéressantes et très correctes, mais j'ai rien à ajouter sur ces thèmes en particulier. Très bien. Il y avait pas une partie, à un moment ça a parlé Darknet ou Onion Search. C'est un truc que tu as développé du coup? Ouais, en gros c'est un outil en fait que j'avais fait par l'idée de Sylvain. En gros, il me dit ça serait bien de faire un métamoteur. C'est un moteur de recherche qui va chercher sur des moteurs de recherche sur le Darknet. Et moi, j'étais très sceptique parce que en fait, je fais de l'OSINT, mais sur des choses très précises, par exemple, ça m'arrive très rarement, voire jamais en fait, de faire des recherches sur le Darknet. Donc j'étais là, mais personne va utiliser cet outil, c'est complètement inutile. Mais j'ai dit pourquoi pas, de toute façon j'avais que ça à faire. Donc j'ai fait l'outil en l'occurrence. Donc ça cherchait sur une quinzaine de moteurs de recherche sur le Darknet. Et j'ai automatisé ça et je l'ai mis sur GitHub. Et en fait, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui ont commencé à l'utiliser. J'ai même suivi des tutoriels qui expliquaient comment utiliser mon propre outil avec des utilisations que j'avais même pas pensé. J'étais là, mais comment il fait? Genre, typiquement, je me souviens d'un article, je comprends toujours pas. Il avait réussi en fait à désanonymiser des sites web Tor en fait, grâce à Onion Search. Genre, il y en avait scrap plein et tout en fait. Et j'étais là, mais ok, j'avais pas du tout pensé à ça. Donc j'ai littéralement suivi un tutoriel pour mon propre soft. Parce que, moi de base, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est faire des outils d'OSINT au-delà de faire de l'OSINT. Donc des fois, en fait, en réalité, l'utilisation que je fais de mon outil n'est pas. Il n'y a pas que celle-là en fait. Il y en a qui sont parfois même plus efficaces que la manière, on va dire, dont j'utilise. Et je trouvais ça très, très rigolo. C'est pas mal. Le fait de suivre des tutos pour tes outils, franchement, j'aime beaucoup. Eh bien, je pense qu'on est parti pour le sujet numéro 2, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, dites-moi. Ceux qui veulent se renseigner un petit peu plus sur le typo squatting, il y a pas mal de comptes à suivre sur LinkedIn et vous aurez quasiment toutes les semaines, voire tous les jours, tous les noms de domaines qui ont été récupérés un petit peu tendancieux, quoi. Genre labost.net ou ce genre de choses, quoi. Ça c'est un cas que j'ai mis en exercice dans mes formations, ou que ce soit dans les écoles ou dans les formations privées. En fait, on a remonté un réseau de plusieurs milliers de personnes d'escroquerie, ainsi. Un réseau assez balèze. En fait, on est parti de deux numéros surtaxés qui avaient aucun rapport entre eux, mais sur lesquels les gens se plaignaient d'arnaque au CPF. Et en fait, tous les indicatifs téléphoniques, en fait, sur le site de l'ARCEP, vous pouvez savoir à quel opérateur téléphonique appartient ce numéro. Donc vous pouvez faire l'expérience avec... Il suffit de mettre les 6 premiers, je crois, ou 5. Et vous pouvez savoir, est-ce que c'est du Bouygues Télécom, est-ce que c'est du SFR, et autres, et autres. Et là, en l'occurrence, on est tombé sur un opérateur que je ne citerai pas, bien entendu, mais qui était pas commun, quoi. C'est pas le truc qu'on achète au bureau de tabac ou du coin, voilà. Même dans les taxiphones, il y en a pas. En fait, c'est un service téléphonique qui propose que des numéros surtaxés et que des numéros virtuels. Et en fait, en se renseignant sur cette société qui avait de mémoire 44 avis négatifs Google sur 44, donc n'était pas forcément très apprécié du grand public, on se rend compte que en fait, d'autres sociétés sont hébergées à la même adresse. On va voir un peu les sociétés, etc. Donc on tombe sur une société de courtage en assurance. Bon, ça permet peut-être d'avoir des listings de nom, prénom, de téléphone pour plus tard, mais voilà. Mais également sur un CRM. Une société qui vend un CRM, donc je ne sais pas ce que vous voyez sur un CRM, c'est ce qui permet de gérer un peu sa base de données clients ou de prospects ou autre. Et là, en l'occurrence, c'est un CRM qui est dédié au call center. Donc en fait, à la même adresse, on avait d'un côté le fournisseur de téléphone numéro surtaxé VoIP et celui qui permet de gérer son call center. Donc en fait, vous savez, pendant la ruée vers l'or, c'est ceux qui ont plus fait d'argent, c'est pas les chasseurs d'or, hein, c'est ceux qui vendaient les pelles. Hein. Donc là, en fait, les gars avaient trouvé le filon, ils vendaient tout le matériel, le kit du phishing de l'escroc. Et en fait, en remontant, en regardant sur internet qui
tout ça c'est résolu via Google, hein, donc comme quoi il faut pas des fois avoir des outils de ouf, machin, etc. Mais là, avec les outils de ouf, c'est quand même plus efficace. Mais là, ça c'était résolu avec Google. On allait regarder voir les annonces d'emploi qui concernaient ce CRM. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui avait besoin de cet outil, il faut dire. Et là, on tombe sur des sites marocains, tunisiens, etc., qui expliquaient qu'ils recherchaient l'expert du CRM de call center, etc. Et on s'est dit, tiens, c'est bizarre. Bon, on se renseigne un peu sur cette société, et puis là, on voit toutes les annonces d'emploi qu'elle utilise, et on constate qu'ils auront environ 10 ou 15 pages de recrutement d'appelants. En fait, qui doivent imiter l'accent français, c'est bien spécifié sur l'annonce. Et donc, comme ça, on rebondit par rapport aux sociétés qui sont derrière, etc. Alors, je suis pas arrivé jusqu'au niveau, on sait à telle heure, à tel endroit, il va aller acheter son pain le matin, etc. Mais bon, c'est pas l'objectif non plus, hein. Mais c'était surtout de comprendre un peu le mécanisme qu'il y avait derrière. Est-ce que c'était un truc isolé quand on reçoit ces numéros là sur d'accès? En fait, on a compris. En fait, ils ont plusieurs phases dans l'arnaque. D'abord, ils font ce qu'on appelle du ping, tout simplement du ping call. Donc c'est ceux qui vous font sonner et vous dites non mais ça doit être une erreur ou quelque chose. En fait, c'est juste pour voir si déjà la ligne existe et s'il y a bien quelqu'un derrière et des fois l'identifier. Et après ils font du rappel derrière si les numéros existent et après ils catégorisent en fonction si on est dans le privé, on a moins de 65 ans, dans ce cas c'est intéressant pour le CPF. Si on est dans le public c'est moins intéressant parce qu'il n'y a pas de grand chose à piquer, voilà. Et donc il y avait tout un travail derrière, etc. parce qu'on voyait un peu les tutos, les systèmes, ce qu'ils demandaient dans les annonces d'emploi, etc. On parlait tout à l'heure d'intelligence économique dans l'OSINT, mais par exemple, regarder les annonces d'emploi, ça c'est un truc classique si vous voulez savoir sur quoi le concurrent mise, quelles sont les technologies utilisées en interne. Et ben là, justement, on a vu qu'ils utilisaient le CRM, qu'ils avaient besoin d'avoir l'accent français, ils devaient être un peu expertise parce qu'ils avaient différentes gammes d'escroqueries aussi. Il y en avait, c'était l'expertise chauffage, l'autre c'était l'expertise CPF. Etc. et tout, voilà. Et ça se résout sur des sources ouvertes. Hein. Il n'y a pas besoin d'intrusion, etc. Après, on avait de la chance parce que les sociétés étaient en France majoritairement. Celles qui fournissaient en tout cas les outils d'arnaque, donc c'est documenté. Si vous allez à Taïwan, c'est sûr que c'est plus compliqué. Au bout du chemin, qu'est-ce que tu fais finalement? Au bout du chemin, après c'est quelque chose dont les forces de l'ordre peuvent se saisir en cas de public. Enfin, c'est une enquête. N'importe qui peut reproduire la démarche. Donc moi je l'utilise pour des exercices, mais c'est sûr que dans les exercices, dans les gens qui font les exercices, il y a aussi des forces de l'ordre. Donc après c'est libre à eux d'en faire ce qu'ils veulent. Il y a pas un centre où on rapporte. Enfin ici il y a Pharos, vous allez me dire, mais là c'était un peu trop gros pour Pharos et puis je sais pas si c'était un peu hors cadre. Je sais pas si on peut, voilà. Après moi j'ai pas prétention à faire justice moi-même ou à me suppléer aux forces de l'ordre. Ça c'est un problème récurrent qu'on a dans les communautés OSINT, c'est que les gens viennent en espérant qu'on va soit donner à la police et qu'on va résoudre leur enquête et leur amener des preuves recevables en justice, qui est encore plus compliqué quand on est particulier, ou par rapport à un huissier de justice par exemple, qui peut certifier ça pour 800 € de l'heure, et encore je suis gentil. mais plus sérieusement, oui voilà, là j'ai montré, le cas s'arrête au moment où il faut agir, au moment où il faut faire régner la justice, au moment où il faut... Voilà. Moi c'est pas mon rôle et je me mettrais même hors la loi où je pourrais nuire à des enquêtes si j'étais un rôle actif, si je prenais contact avec ces gens-là en disant c'est scandaleux ce que vous faites, machin, etc. Là je peux nuire à des enquêtes. En étant complètement de surface et en étant 5 spectateurs qui corroborent des éléments et qui pivotent, ce terme pivoter on va l'entendre pas mal ce soir je pense, d'une information à une autre, on arrive à quelque chose d'intelligent. C'est marrant, c'est un sujet qui a été beaucoup abordé côté vulgarisation sur YouTube les 2 dernières années là. T'as eu un peu 2 mouvances, t'as eu celle avec Micode, je sais pas si vous avez vu quand il avait fait ces 3 épisodes là sur, c'est quoi, c'était un réseau d'arnaqueurs. L'île Maurice, non, c'était à l'île Maurice, ouais, c'était ça. C'était à l'île Maurice, ouais, je crois. Ouais. Et bon, lui avait passé le pas carrément, enfin il était parti là-bas pour essayer de se faire embaucher dans les call centers et tout, et voir comment c'était. Ça avait l'air assez dangereux quand même. Une fois que t'as regardé les 3 épisodes, tu te dis moi je fais pas la même chose, hein, c'est c'est mort. T'as ça, et puis à côté t'as quelque chose
qui est hors la loi, comme tu l'as dit. C'était plus les gars, tu sais, qui font les arnaques, qui essaient de casser la gueule à des brouteurs à distance, ouais. Ce qui est sans dose, etc. On a pareil concernant la pédocriminalité sur le serveur aux INTFR, des gens qui viennent, qui font ah non mais moi je veux faire chasser les gens comme ça, etc. Alors bien sûr, on va pas dire accueillir avec des fleurs, mais par contre il y a les forces de l'ordre pour ça et on peut pas en France en tout cas faire justice soi-même. Voilà, enfin il y a la légitime défense, mais là c'est pas du tout le cas, donc voilà. C'est important de le dire. Et donc, mais c'est vrai qu'il y a un courant sur Internet comme quoi on peut mener la justice, puis comme c'est des gens que personne n'aime, donc c'est sûr que personne va les plaindre. Mais le jour où ça dérape, où le gars se prend un mauvais coup, décède, il y a un meurtre, c'est un meurtre qui arrive ou une erreur. Ça, voilà, il y a eu des cas où des gars qui se faisaient squatter, etc. Puis en fait, pas du tout, c'est pas eux. Enfin voilà, on a ruiné leur vie pour rien, donc voilà. C'est sûr qu'il faut rappeler ce genre de choses. Il y avait une histoire comme ça. Il faudrait que je retrouve exactement ce que c'est, parce que là j'ai que la fin en tête. C'était justement un gars qui s'était fait squatter comme ça. Et le gars n'avait rien fait, littéralement, et il était un peu en surpoids, tout ça. Et en fait, quand les flics sont arrivés, qu'ils lui ont demandé de sortir de la baraque, le mec a fait un arrêt cardiaque sur le chemin, juste à cause du stress et des trucs comme ça. Et le gars, il est mort, quoi, pour une connerie, hein, pour un truc qu'il avait jamais fait, quoi. T'as le problème avec Don't Fuck With Cats. Je sais pas si vous l'avez vu, ce reportage. Non. Justement, en fait, à l'époque de 4chan, ouais. Ouais, c'est ça, sur les c'est ça. Camioneta et tout ça, ouais. Qui butaient des chats et tout. Et en fait, t'as des personnes en Ozine qui ont retracé qui était derrière. Et en fait, au bout d'un moment, ils se sont trompés de personne, quoi. Mais ouais, et c'est assez marrant, t'as le même problème dans tout ce qui est attaque d'ingénierie sociale. Où en fait, c'est quelque chose qui est primordial quand tu fais des attaques de SE dans des red teams ou ce genre de choses. Où en fait, tu as différentes choses, notamment, alors peut-être que vous connaissez le MICE, qui est le truc, les leviers sur les gens et tout ça, c'est l'argent, l'idéologie, la contrainte et l'ego. Et en fait, dans les exercices de social engineering, on s'interdit de faire le money, donc on s'interdit de graisser la patte à quelqu'un, parce que voilà, on n'est pas là pour non plus ce genre de choses. Et on s'interdit aussi à faire la partie contrainte, c'est-à-dire à lui donner un stress en mode non mais mec, fais ça maintenant, parce que si moi je suis ton boss, si tu fais pas ça, je te vire. Et pourquoi il faut s'interdire? Parce qu'en fait, tu sais pas ce que la personne a vécu auparavant, quoi. Peut-être qu'il a été au chômage pendant 10 ans ou un truc comme ça, qu'il est passionné par son job, et juste de recevoir cet appel où il se dit putain, il va stresser et tout ça, bah en fait, il va rentrer chez lui en voiture et peut-être qu'il va avoir un accident à cause du stress et tout ça, quoi. Et en fait, je pense que c'est des choses, faut vraiment en avoir conscience. Et dans l'Ozine, les raccourcis sont assez faciles, malheureusement, quand les personnes ne sont pas formées, et même quand les personnes sont formées, hein. Et après, on peut parler aussi de la partie stress où les personnes, ça les ruine psychologiquement parce qu'ils ont fait de l'investigation sur les crimes de guerre en Russie-Ukraine et qui voient des images horribles toute la journée, quoi. Dans le talk avec Métayer, moi ce qui m'avait attrapé, c'était la partie où les gars, où t'avais des gars qui enquêtaient sur juste des éléments de photos de photos pédoporno ou quoi. Et ils nous parlaient en fait de ce qu'il y avait autour justement, et qu'en fait t'as certains gars qui faisaient ce genre d'enquête là, mais qui étaient juste pas préparés en fait à interagir juste avec ce qui se trouvait autour de juste cet indice, parce que soit c'était des trucs complètement atroces, soit c'était des réseaux criminels qui étaient bien plus hardcore que ce qu'ils pensaient. Enfin, les gars étaient juste pas prêts là-dessus. C'est vrai que si tu commences à faire de la géoïne sur les vidéos qui tournent en ce moment sur l'Ukraine, si t'as pas le cœur accroché ou si t'es pas prêt à voir des choses un petit peu difficiles, ça j'imagine que pour le Sinter, il y avait le même problème à l'époque des vidéos de Daesh, qu'on essayait de les gérer, etc. à l'époque, pour savoir un peu les trucs, les mouvements de troupes et tout. Donc oui, c'est un problème récurrent qu'on a dès qu'on est heurté à des sujets violents, hein. Et Internet est violent, donc oui. C'est les sites que je ne citerai pas existent depuis... Déjà, il y avait des trucs horribles. Faut se préserver, faut être prêt, etc. Mais après, faut pas se lancer n'importe où, et bien sûr, et se dire allez, je vais résoudre des crimes de guerre, je vais résoudre du trafic d'êtres humains, etc. Sans un minimum déjà de d'OPSEC. Ça, on l'a pas rappelé aussi. C'est pas pareil d'aller enquêter sur la mafia internationale que sur le petit fraudeur ivoirien, hein, et on va pas utiliser les mêmes systèmes de protection. Et puis aussi, oui, la préparation psychologique un peu qu'il peut avoir derrière, de ce à quoi on va tomber. Mais on sait souvent sur comment une enquête finit, mais on sait rarement sur
comment elle va t'amener et sur quel groupe ou quelle organisation ou quelle chose on va tomber. C'est un peu les aléas du live. Palénat, du coup, quand t'as fait par exemple ton outil pour indexer de l'Onion, t'es tombé sur des trucs un peu chauds comme ça aussi, ou t'as pas eu d'expérience du genre? Tu vois, sur de l'Onion, t'as très très vite des choses que t'as pas besoin de cliquer en fait pour te rendre compte que c'est parce que tu veux pas voir ça, tu vois, genre simplement les titres sont parfois assez explicites. Donc ouais, non, c'est pour ça que c'est pas du tout ce qui m'intéresse, on va dire, d'enquêter sur du dark, et de voir des choses aussi atroces, hein, parce que on se rend pas compte, c'est vraiment chaud. Ouais, je respecte beaucoup ceux qui font ce travail-là, par exemple Interpol, etc. C'est vraiment pas un métier facile, surtout même au-delà des enquêtes, hein, ce qu'ils voient, etc. toute la longueur de journée, c'est pas évident. Ils sont formés pour ça, ils ont un suivi psycho et tout ça. Mais on a rencontré des personnes avec Palenas où en fait les mecs ils ont failli finir SDF et tout ça quoi. Parce qu'en fait un jour ils vrillent parce qu'ils voient ça toute la journée et tout ça et en fait c'est ultra difficile à récupérer quoi. Un truc aussi que je trouve, j'en parlais tout à l'heure, mais intéressant, c'est si on peut les aider en fait à notre échelle. Par exemple, en mettant des outils à disposition open source, etc., pour genre juste faciliter leur travail. Moi, c'est ce que je trouve intéressant de faire, quoi, parce que ils ont déjà beaucoup d'autres problèmes que l'aspect technique sur leur enquête, en fait. Parce qu'ils cherchent pas juste une personne comme ça sur Internet. C'est parfois même dangereux pour eux, etc. Donc, si on peut leur éviter de se causer des soucis à eux-mêmes. Dans votre vie professionnelle, l'OPSEC, justement, qui peut protéger les OSINTers quand ils font ce genre de recherche, ça fait partie du boulot. Comment vous faites ça? C'est une des raisons pour lesquelles je souhaite rester anonyme. Il y a un moment quand t'aides les gentils, les méchants ils vont pas forcément apprécier, tu vois. Ils vont par exemple voir que t'as été aider Interpol, tu fais des outils pour qui sont à disposition de tout le monde, qui vont pouvoir aider les forces de l'ordre. Ça va aider des gens, mais ça va déplaire à d'autres. Et ces gens-là sont pas forcément ceux ils vont pas t'emmener des fleurs quoi pour te remercier. Huge, toi tu disais que tu faisais des formations pour l'OSINT, et ça aussi c'est abordé l'OPSEC? Oui, tout à fait. Quand je forme des équipes SOC ou Red Team ou Pentest, etc., faut leur expliquer que ça soit les outils qu'ils utilisent ou comment dire les techniques de protection qu'ils peuvent mettre en place, la connexion internet qu'ils utilisent, le navigateur web qu'ils ont, les relais Tor qu'ils vont avoir ou les VPN si c'est des VPN payants ou sans log. En fait, tout dépend du suite modèle. De qui on se protège en fait. La mafia internationale russophone, c'est pas, comme je disais, c'est pas le petit fraudeur ivoirien qui fait ça dans son taxiphone. On va pas utiliser les mêmes outils, pour pas citer par exemple l'Empire, qui est fait par des anciens du FSB. Je sais pas si on peut être ancien au FSB. Quand on utilise cet outil ODOSINT, faut partir du principe que potentiellement ces gens-là savent sur quoi vous enquêtez, quoi. Enfin, il n'y a pas une personne derrière chaque poste. Ça c'est toujours aussi le mythe de croire qu'il y a une personne qui nous surveille, qui est derrière nous, et tout ça. C'est pour ça qu'il y a autant de gens surveillés que de surveillants. T'as abordé un sujet là qui m'intéresse un petit peu. Si je le mets en lien par exemple avec ce qui s'est passé avec Pegasus, quand tu vends ou que tu fournis ce genre de service, moi j'ai toujours été étonné de voir des personnes qui se posent la question: est-ce que ce genre de services vont récupérer les infos dont tu disposes ensuite? Moi ça me semble évident parce que dans la logique, tu vois, de proposer les services avec un État comme Israël, par exemple, pour moi, l'avantage est énorme derrière, tu vas de récupérer de l'info internationale, peu importe à qui tu as vendu ton soft. C'est quoi, vous en pensez quoi de ce genre de truc? Pour vous, c'est évident que ce genre de plateforme ou de logiciel, ça se sert des datas, ou est-ce que non, pas forcément, parce que c'est trop risqué au niveau géopolitique? C'est compliqué, parce que ça suppose de se mettre à la place de ces plateformes. Moi, je peux difficilement parler pour les plateformes l'Empire ou Pegasus. Enfin, c'est sûr qu'il y a connivence, dans certains pays, ils ont pas trop le choix. Nous, on est dans un système démocratique, on peut dire non si l'État vient nous dire, à part s'il y a une réquisition judiciaire et qu'il y a un juge, etc. Mais il peut pas venir taper sur l'épaule en mode allez, file-moi les logs, sinon, hop, casse prison. Donc, ça dépend, à mon avis, aussi des pays dans lesquels les choses opèrent. Ça dépend des pays, de pas mal de facteurs que je maîtrise pas du tout là. Bon, du coup, Palénat, t'avais des choses à nous raconter sur des personnes disparues. Dis-nous tout. J'avais des choses à vous raconter sur les personnes disparues. Donc, l'histoire que je vais vous raconter, c'est en plusieurs parties. Mais c'est l'une des raisons en fait pour laquelle j'ai créé Olé. C'est qu'en fait, il y a un CTF, donc Capture the Flag, qui est assez connu dans la communauté OSINT, qui s'appelle TraceLab. Et en fait, en gros, l'idée c'est quoi ?
ils vont sélectionner 4 ou 8 cas de personnes qui ont disparu. Donc j'ai envie de faire la distinction dès le début entre disparu et recherché. Une personne qui est recherchée, c'est par exemple une personne qui est recherchée par Interpol, qui a commis des crimes et qui donc va avoir un certain niveau d'obsèques, ça va être des criminels, littéralement. De l'autre côté, des personnes qui ont disparu, c'est par exemple des personnes dont la famille a perdu leurs traces, ou enfin on sait juste pas où ils sont, mais ils ont rien fait de mal, donc ils vont pas mettre en place les mêmes règles d'obsèques comme on parlait avant. Mais donc ouais, l'une des raisons c'est qu'en fait je m'étais rendu compte assez rapidement en fait quand on fait de l'osine que on fait des tâches répétitives, et vu que je suis quelqu'un de très fainéant, vu que je fais de l'informatique, je me suis dit au bout de franchement 20 fois faire la même chose, je me suis dit que j'allais automatiser en fait cette tâche, et cette tâche était très simple. C'est juste de voir en fait si un email est enregistré sur un site web. Donc au début il y avait une dizaine, une vingtaine de sites, et en fait ça a grossi. Et l'outil, aujourd'hui peut-être que certains des auditeurs le connaissent, c'est Olé. Et en fait ça permet donc à partir d'un email de retrouver où est-ce qu'une personne est enregistrée. Vous allez me dire ok, mais c'est quoi l'intérêt pour une personne qui a disparu? Ça va tout d'abord dépendre de qui vous êtes, parce que si vous êtes des forces de l'ordre ou si vous êtes un particulier. Donc on va commencer par un cas que j'avais pas du tout envisagé quand je l'ai créé, encore une fois, c'est les forces de l'ordre. Parce que moi, innocemment, on va dire que j'ai créé cet outil, et mon but c'était simplement de gagner du temps, et un exemple très concret, c'est j'ai un email, j'ai un nom qui est relié à cet email, par exemple sur son compte Google, j'ai un compte Instagram avec le même nom et prénom, mais je sais pas si cette personne a tout simplement un compte Instagram, et si par exemple je mets ce mail là sur Olé, et que je vois qu'elle a un compte Instagram qui est enregistré, il y a de grandes chances que ce soit celui-là, s'il y a le même nom, etc. Le but, de toute façon, dans le Zint, comme on disait tout à l'heure, c'est toujours de pivoter et de cross-check l'information, parce qu'une information qu'on va voir une fois, elle n'a pas la même valeur qu'une information qu'on va recouper, par exemple 10 fois. Si 10 fois, je sais pas, il y a une photo de la personne, il y a le même nom, il y a la ville où elle habite, il y a plus de chances que ce soit elle, que simplement s'il y a une photo, ou simplement son nom. Mais donc cet outil je l'ai créé, et en fait les forces de l'ordre, j'ai appris assez rapidement en fait ils s'en servaient pour ils sont très très bons en fait les forces de l'ordre pour retrouver des gens. C'est simplement que en général ils manquent de ressources et de temps. Et en fait ils s'en servent simplement pour voir où est-ce que un email est enregistré, et au lieu de parce que il y a beaucoup de sites internet dans le monde, au lieu de par exemple l'envoyer que sur Facebook et Instagram, ils vont juste regarder où est-ce que le site est enregistré, et eux ils vont demander, ils vont faire leur demande légale en fait sur les sites, et ça va leur permettre de voir que par exemple il y a eu des traces de connexion de cette personne-là, donc que par exemple elle est potentiellement encore en vie, parce que malheureusement quand on cherche des personnes qui ont disparu, des fois on sait pas en fait si elles sont mortes ou on n'a pas beaucoup d'informations, mais donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé Olé, et justement j'ai un exemple pas très rigolo, mais durant un Trace Lab, qui était en fait on devait retrouver une femme, cette femme-là, on la cherche, et franchement, on trouve pas grand-chose. En fait, on trouve pas mal d'informations, mais pas grand-chose d'intéressant, parce que quelque chose d'intéressant sur des personnes qui ont disparu, c'est quelque chose qui va être récent, plus récent que sa date de disparition. Par exemple, si elle a disparu le 10 juillet, avoir même une trace d'elle le 12, c'est intéressant, ça veut dire que, encore une fois, elle était encore en vie. Et elle, vraiment, on trouvait rien, aucune trace d'elle nulle part. Donc je lance Olé, je vois pas grand-chose, franchement. Je me souviens, il y avait des sites arabophones, mais je tilte pas en fait sur le moment. Et on continue. En fait, il y a un moment où on trouve en fait un compte à elle qui justement sur ces sites arabophones, et vu que j'y avais pas du tout pensé, son prénom en fait il était écrit pas dans l'alphabet latin, quoi. Donc juste je le Google, et en fait on se rend compte qu'on trouve une tombe sur Facebook en Afrique, et là on fait ok, donc on tilte pas sur le moment, et en fait on se rend compte que c'était elle qui était en fait décédée du Covid, et on est entre guillemets, on n'est pas content, mais on sait où elle est, donc ça va permettre de potentiellement prévenir sa famille, parce qu'en fait en gros l'idée du Trace Lab, c'est que une fois que la compétition est finie, ils regroupent toutes les informations, ils les vérifient et ils les transmettent aux forces de l'ordre pour qu'elles ensuite elles fassent leur enquête, elles aident les familles, etc. Et donc là on est content entre guillemets, mais on se dit ok, c'est cool, on sait que c'est elle, mais malheureusement on sait pas où c'est, parce qu'on avait juste une photo. Et je me souviens que en fait grâce aux ombres de la photo, on avait pu déterminer quand est-ce que la photo avait été prise, et on avait réussi en fait à localiser sa tombe, et on l'avait envoyé, et en fait c'était bien elle, et tout ça a été transmis à sa famille. Et en fait on se rend compte que parfois
c'est pas du tout que les forces de l'ordre, elles ont pas les capacités, enfin, non, elles ont les capacités, mais elles ont pas le temps. Parce que, en fait, imaginez, vous êtes, je sais pas, 20 enquêteurs, et il y a 2000 personnes qui ont disparu. Bah, vous pouvez pas, en fait, vous permettre de passer une journée par cas, même si vous avez des ressources qui sont nettement. Enfin, il y a beaucoup plus d'informations que sur des outils publics, mais il y a juste trop de personnes. Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir les aider, enfin, juste les aiguiller dans leur travail. Et encore une fois, l'avantage de compétition comme ça ou de le faire dans ce cadre-là, c'est qu'on va pas entraver l'enquête, parce que le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on se répète un peu, mais c'est quand on fait de l'OSINT et qu'on va chercher des escrocs, ou même si on veut aider, en fait, potentiellement on peut détruire des preuves si on fait ça mal, ou même si on rentre en contact avec la personne, avoir des problèmes. Et en réalité, à la fin, ça sert pas à grand chose si les forces de l'ordre n'ont pas ces informations. Donc là, l'avantage, c'est que ensuite, ça a été transmis aux bonnes personnes et ça a permis de clore le cas. Ouais, sacrée conclusion. Bon, après, c'est. Enfin, comment dire. C'est pas l'enquête qui l'a tué non plus, hein, mais juste Non, le c'est fait pas de. l'enquête qui l'a tué, mais... Ouais, voilà. Mais c'est vrai que ça doit attraper, ouais, quand même. Ouais, on n'était pas très heureux en fait. Enfin, on aurait préféré la retrouver et que soit en bonne santé, mais on était un peu surpris, on dit. Après, dans un sens aussi, tu permets à la famille de faire son deuil, parce que quand t'as quelqu'un qui est disparu. Ouais, c'est ça. Après, on peut pas se dire qu'on s'est réjoui en fait de trouver cette information, mais ouais, ça permet au moins à la famille de faire son deuil, etc. Et même aux policiers en fait de clore les enquêtes, parce que mine de rien, ils en ont vraiment énormément. Ils sont très bons, mais ils ont juste pas le temps en fait. Tu parlais de sources un peu, la police en interne, ils ont. Je suis complètement noob là-dessus, je ne connais rien. Ils ont quoi comme source de plus en fait? Ils ont quoi, des fichiers de police, Alors, des fichiers. Je suis pas policier, mais un truc très concret, c'est que par exemple, ils peuvent faire en fait des demandes légales, par exemple à Google, et nous, je te dis n'importe quoi, avec des outils comme Gehunt, Epios, etc., on va être capable de retrouver le nom, le prénom, où est-ce qu'elle a mis des résumes maps, sauf que Google, ils ont beaucoup plus d'informations, et ils vont transmettre tout ça à la police, et eux, ils vont pas juste avoir, ah ok, c'est son nom, c'est ok, le dernier appareil sur lequel il s'est connecté, c'était cette adresse IP là, ok, avec l'adresse IP, je vais juste demander au fournisseur à qui appartient en fait cette adresse IP, et donc où est-ce qu'elle est localisée, je peux potentiellement, je sais pas, retrouver la maison, si elle était connectée sur le réseau Wi-Fi, etc. Alors qu'avec de l'OSINT et des sources ouvertes, encore une fois, ça a quand même une certaine limite, mais ça permet quand même de, pas forcément résoudre des cas, mais juste déjà aiguiller ou trouver une nouvelle information, parce que parfois même, si on trouve juste une information qu'ils n'avaient pas trouvée, par exemple juste un compte qu'ils n'avaient pas eu le temps de trouver, etc., eux, ils vont faire leur demande derrière, et en fait, ça va les faire vraiment avancer. Est-ce que vous avez une idée de comment ils sont formés, ces enquêteurs? Parce que quand t'es formé à devenir policier, à la base, t'es pas du tout formé à l'OSINT et ce genre de choses. Peut-être après, quand tu es spécialisé et que tu commences à monter en grade, c'est probable, j'imagine. Ouais, non. Je sais que ils prennent par exemple des formations externes. Ils sont formés sur de l'OSINT. Après, encore une fois, il faut se rendre compte que pour ceux dont j'ai eu la chance de discuter, ils ont vraiment très peu de temps. En fait, donc ça se limite. Leur OSINT est très limité. C'est-à-dire qu'ils vont plus y aller à coup de de demandes légales, etc. Plutôt que prendre du temps et analyser des sources uniquement ouvertes. Parce qu'ils vont se dire, ok, bon, c'est bien mignon de retrouver le nom, mais parfois, ils ont, je sais pas, imaginons, t'es tout seul, t'as 20 cas dans la journée, t'as pas le temps en fait de lancer tes outils, de réfléchir et de chercher, mais ils ont quand même des capacités en interne sur de l'OSINT et ils sont quand même formés, il y en a qui sont très très bons. Toi, t'es plus dans le développement des outils. Je crois savoir que tu commençais en plus à développer, t'étais hyper jeune. Hein. C'est vrai. T'es pas vieux, hein, c'est pas un secret. Je suis pas très vieux, j'ai pas beaucoup de barbe comme... Non, mais dis donc. Mais je me demandais, au niveau analyse, parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent quand on discute avec des gars qui font de l'OSINT pour de vrai, hein, pas en CTF, mais... le développement d'outils, c'est une chose, mais ça, c'est le côté technique. Mais comment est-ce que vous en venez tous les trois à vous améliorer niveau analyse, en fait? Comment vous faites pour déblayer le bruit de la véritable information? C'est une question qu'on a posée un petit peu, on a posé à Julien Métayer et qu'on a posé aussi à Ostara. Et du coup, je vous la pose. C'est une très bonne question. Non, c'est une très bonne question, mais les outils, en réalité, en OSINT, c'est peut-être 20% du travail. Parce qu'en fait, en réalité, où est-ce qu'on apporte de la plus-value? Il faut différencier l'intelligence de juste de la data pure, parce que c'est bien beau d'avoir un nom,
mais pouvoir par exemple déterminer que je veux dire n'importe quoi avec des outils comme Epios, on peut voir que un email, il a un compte Duolingo et qu'en fait il est en train d'apprendre une langue étrangère. Bah c'est pas juste ok, il apprend le russe, c'est non. Cette personne de base est espagnole, il est sûrement affilié à des groupes russophones et on est en train de voir qu'il apprend le russe. Donc c'est beaucoup plus de l'analyse. Moi c'est pas du tout ma spécialité, je suis pas un analyste OSINT. Moi ce qui m'intéresse c'est plus faire des outils. Bien entendu je fais de l'analyse, mais j'ai pas du tout la prétention de me décrire comme un analyste OSINT. Parce que je trouve personnellement beaucoup plus intéressant je préfère me concentrer sur le développement d'outils purement que faire de l'analyse. Ça m'arrive mais c'est pas ma spécialité. Et Huge, qu'est-ce que t'en penses? Bon, je sais pas combien de fois j'ai lu les Sherlock Holmes, mais c'est pas comme ça c'est pas juste en lisant des bouquins. Non, je dirais aussi, il y a aussi cette espèce transdisciplinaire, décloisonnement des savoirs en fait, qui est un peu important dans la dimension OSINT. Souvent on dit voilà, le technique ça doit pas se mélanger au reste, c'est que le niveau technique pur, les sciences humaines, ou c'est pas forcément très important, etc. Bon, il s'avère que j'ai un master de sociologie, philosophie politique, en plus de mes études, mais donc j'ai bien aimé justement avoir ce côté transverse, diversifié. Puis il faut savoir que tout grand scientifique avant faisait ce qu'on appelait ses humanités, donc apprenait le latin, le grec, tout ça, etc. Donc en fait, il faut être un peu curieux de tout. Tout à l'heure, Sylvain se présentait en disant moi je suis quelqu'un de curieux, j'aime les chats. C'est quelqu'un qui est susceptiblement très bon en OSINT, tu vois, voilà. Et c'est vrai que c'est le cas. Mais je veux dire, c'est une espèce de curiosité intellectuelle qu'il faut avoir. Cette espèce de dire voilà, je vais pas me cantonner à l'idée reçue, l'esprit du hacker un peu qu'il y a de détourner l'usage premier d'un objet ou d'un outil ou d'un software ou autre. Et on le retrouve dans cette démarche OSINT en fait en disant tout le monde pense d'avoir orthographié le prénom pour reprendre l'exemple de Planète de telle façon, et en fait on peut l'écrire d'une autre façon si on connaît les autres cultures, les autres langues qu'on peut utiliser. Et moi j'ai j'ai parfois plutôt résolu des cas par rapport, par exemple en faisant une forme de lexicométrie par rapport au discours que faisaient les personnes. Par exemple, il y avait une personne qui se définissait en disant qu'elle était spécialiste en monétique. Et monétique, c'est pas un terme qu'on utilise tous les jours, voilà. Et donc en fait, à partir de ce simple mot et par rapport aussi à d'autres éléments le catégorisant, j'ai pu récupérer des informations sur son CV, sur plein de trucs, etc. Et on retrouve ça dans d'autres trucs de la cybersécurité pure. Enfin, quand vous faites une attaque de phishing, si vous attaquez en Espagne ou autre part que France, c'est bien de savoir les jours fériés, c'est bien de connaître les formules de politesse, c'est bien d'éviter une gaffe sur la façon de décrire un prénom, ou de tutoyer quelqu'un ou de le voyer. Tous ces petits exemples-là montrent bien que c'est la logique de l'OSINT qui, par exemple en GeoInt, il y a beaucoup de gens, ils y arrivent parce qu'ils ont une culture générale des bâtiments, de l'architecture, de la faune et de la flore, etc. Et les outils sont là pour automatiser et gagner du temps qu'on n'a pas et qu'on n'a jamais, mais ils sont surtout pas là pour donner de la solution en fait, à mon sens. Un outil remplacera jamais un analyste en fait, il va juste faire gagner du temps à l'analyste en lui-même. Exactement. Voilà. Toi, Navlis, qu'est-ce que... Je vais pas aller à contre-courant pour le coup. Mais non, ils ont dit... j'ai rien à rajouter. Moi, j'ai eu le cas un jour où je devais faire une due diligence avec une personne sur un profil chinois, par exemple. Et en fin de compte, l'analyste ne trouvait pas intéressant le fait que la photo de profil de la personne qu'on investiguait en 2012-2013 était un croissant musulman. Et comme on connaît, par exemple, le sort des Ouïghours et la relation avec le PCC, etc., en fait, ça donne déjà des indications politiques ou des indications religieuses. Et en fait, rien que ça, la personne, en fait, elle était très bonne dans la collecte de l'information, dans la traduction du chinois vers le français ou vers l'anglais, etc. Mais en revanche, elle n'avait pas relevé que ça pouvait être intéressant. Et là, on voit l'importance de l'analyse. Donc oui, il faut les deux en fait, la collecte et l'analyse. Voilà. Ils ont déjà tout dit, je peux rien dire d'autre. Mais ouais, alors c'est marrant parce que en vous entendant parler, moi je me rends compte quand même que
même si ça peut concerner la cyber, parce qu'on se sert de l'OSINT dans la cyber, c'est vraiment une discipline à part et limite, en fait, j'ai envie de dire que ça fait pas vraiment partie de la cyber, quoi, parce que on parle beaucoup culture G, on parle géopolitique, on parle enquête, renseignement, enfin, ça déborde sur énormément de domaines. J'ai l'impression que le côté cyber, en fait, c'est juste que le support, c'est aujourd'hui du numérique, donc on se sert de ça parce que c'est le plus facile, mais qu'au final, le fond, c'est pas la cyber, quoi, c'est tout ce qui existe au final. Le ZINT existait avant le cyber. C'est les services de renseignement pendant la guerre froide utilisaient des anthropologues, des ethnologues pour écouter la radio, la télé, lire les journaux et voir un peu ce qui se disait, tâter l'ambiance, des sujets fâcheux, est-ce que la population et comment on se positionne sur ces sujets ou autre. Donc non, ça date pas d'hier. Et puis après, cyber et renseignement sont souvent liés quand même. L'écarter du cyber, je pense pas. Et après, l'OSINT, dans tout ce qui est dans la phase primo, avant l'intrusion, avant la primo-intrusion, l'OSINT a quand même une grande part de plus en plus grandissante dans le pentest et dans tout ce qui est sécurité offensive. Autant avant, vous vouliez pirater, je sais pas, le site machin.com, enfin d'une grande marque que je ne citerai pas, voilà. Il y a 20 ans, personne ne connaissait. Enfin, une SQLI, c'était très confidentiel. Vous retrouviez les robots find include, enfin des trucs d'archéologie, voilà. Donc ça se pétait très rapidement. Maintenant, il y a un WAF, il y a une équipe SOC qui est déployée H24, le truc est scanné par Nessus toutes les 10 minutes. Il y a une variable qui change, tout de suite il y a 5 personnes qui reçoivent des alertes. Plus compliqué. Par contre, la surface d'attaque a tellement augmenté, en fait, qui fait que tous les petits partenaires, prestataires, qui organisent les jeux concours, où ils ont besoin de l'API avec la base de données clients, toutes les sociétés qui travaillent avec et qui ont des GitLab exposés, avec les projets internes, qui ont des fichiers YAML qui se baladent, qui ont des ports un peu exotiques en disant non mais c'est bon, personne va les repérer ceux-là, je peux mettre mes sites en pré-production, machin, etc. Et puis tout ça c'est des vecteurs d'entrée, et donc pour attaquer le gros. Et donc, en cartographie de la surface d'attaque, plus on peut s'introduire de façon efficace. Et les groupes de ransomware ou les APT maintenant utilisent ce qu'on trouve sur le dark web, c'est-à-dire les initial access brokers par exemple. Alors ça dépasse un peu le cas de l'OSINT parce que c'est du dark web, faut s'inscrire, faut montrer patte blanche, etc. Mais ça reste de la donnée qui à la fin finit en torrent, libre à tous. Donc, mais bon, il y a 6 mois ou 1 an de décalage quoi entre le temps. Donc plus on a, mais bon, les groupes d'attaquants utilisent de l'OSINT et ne se gênent pas pour aller attaquer de manière transversale ou directe, mais en prenant les voies les plus simples, parce que c'est des hommes d'affaires les attaquants. S'il leur faut 2 semaines pour attaquer un truc qui leur apporte 50 €, ils vont pas forcément y aller. Donc non. Je nuance un peu ce qui vient d'être dit. Je vais laisser un peu les autres parler aussi. Et les autres veulent pas se mouiller. Non. C'est la même chose que le monde de l'infosec en fait, le monde de la cybersécurité, etc. C'est revenons à la threat intel. C'est pourquoi des branches des départements de cyber threat intel, pourquoi ils ont des personnes qui font du reverse de malware et pourquoi ils ont des personnes qui sortent de Sciences Po ou de ce genre de choses sur des relations internationales. Parce qu'en fait c'est lié. Et en fait c'est ça qui est passionnant aussi. C'est la multicompétence et de voir que tu dois avoir une culture générale justement pour pouvoir faire tes investigations, etc. Et bien évidemment ça existait depuis la nuit des temps, mais en fait je trouve ça passionnant parce que le ZINT, comme l'a dit Huge, les personnes lisaient les gazettes, etc. Et en fait le mot est devenu un peu trendy, un peu, désolé du terme, mais putaclic depuis quelques années. Pourquoi ? Parce que la partie réseaux sociaux, et on l'a vu, moi je trouve que à l'époque on avait Facebook Graph Search par exemple dans les années 2010, ce genre de choses. Je sais pas si ça vous parle, Facebook Graph Search. Non. Facebook Graph Search, c'était une fonctionnalité de Facebook qui permettait de faire. C'était un moteur de recherche interne à Facebook. Donc vous pouviez mettre par exemple, montre-moi l'ensemble des profils Facebook des personnes qui disent qu'ils sont musulmans, qui vivent à Téhéran et qui disent qu'ils sont homosexuels. Et en fait, ça vous faisait des search lists et directement ça vous classait tout ça, ça vous donnait un résultat, quoi.
En fait, c'était ultra puissant. On pouvait voir l'ensemble des photos commentées par la personne, on pouvait voir l'ensemble des événements auxquels la personne allait participer ou avait participé. Et en fait, c'était un service de renseignement ultra accessible facilement. Et en gros, on a juste des évolutions. Et c'est ça qui est intéressant. On a l'évolution avec le conflit russo-ukrainien, bon, les personnes l'utilisaient avant, mais sur tout ce qui est la partie géoint, imagerie satellite. En fait, l'imagerie satellite, ça existe depuis la nuit des temps. Et bon, la nuit des temps quand même pas, mais je veux dire, ça existe depuis pas mal de temps par les forces armées, les services de renseignement, etc. Sauf que maintenant, en fait, on a une évolution. On a des personnes qui sont très bien, comme Coupe Sur, Benjamin Pité sur Twitter, qui montrent comment on peut récupérer de l'imagerie satellite avec Sentinel-1, qui est un satellite où vous pouvez récolter l'imagerie gratuitement, qui appartient à l'Agence spatiale européenne. Et en fait, comment on peut faire de l'analyse de ces satellites pour suivre un conflit. Mais vous allez aussi avoir des offres commerciales beaucoup plus faciles avec Planète, Maxar, etc. Vous pouvez récolter, vous pouvez payer une image satellite d'une ultra haute définition pour 200 € et faire une investigation là-dessus. C'est complémentaire, mais tout comme la cybersécurité. Il y a une personne qui va être pentester web, il y a une personne qui va faire du RGPD, il y a une personne qui va faire du reverse, il y a une personne, et c'est ça qui est la richesse aussi du domaine. Et qui montre que en fait il y a tellement d'évolution, il y a tellement de cas pratiques. On peut, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Hugo aussi, avec OSINT-FR, c'est de rapprocher des gens de différents horizons, de différentes nationalités, de différents jobs. On a des forces de l'ordre qui parlent avec des journalistes, qui parlent avec des étudiants en relations internationales, qui parlent avec des enseignants-chercheurs, etc., etc. Et en fait, c'est pour moi la richesse parce qu'en gros, certes, la barrière d'entrée est pas difficile. Alors, c'est difficile de pas tomber vite fait dans le stalking et tout, et ça, c'est le grand problème. Mais en fait, comme l'OSINT peut être adapté à n'importe quel domaine, en fait, ça permet justement de fédérer les gens assez facilement et de faire des ponts entre les personnes qui ne se parlaient pas avant. Et ça c'est passionnant. C'est passionnant, en fait. Avec OSINT-FR, on l'a vu avec Hugo, où on a vu des personnes qui arrivaient, on se dit, mais pourquoi? Et pourquoi la personne s'intéresse à l'OSINT, quoi? Et en fin de compte, elle va parler avec une autre personne etc. Et c'est ça qui est passionnant. Ouais, parce qu'au final, je suis en train de me dire sur certains types de cas ou d'enquêtes, en fait, si t'as pas, genre les outils que fait Palénat, par exemple, quelqu'un qui a la capacité, enfin comment dire, la culture G, tu vois, pour du sujet en question, d'autres analyses derrière avec peut-être des influences diverses pour essayer de changer de point de vue, etc. C'est compliqué. C'est pas trop compliqué, justement, pour une personne seule, j'ai envie de dire, d'arriver à aller au bout de cas un peu complexes. Il n'y a pas vraiment de bout en fait dans une enquête, c'est juste un moment où tu vas être bloqué. Mais il n'y a jamais vraiment de début et de fin, c'est pas un CTF en fait. En général, tu veux essayer de trouver des informations, mais il n'y a pas de fin ou de. On peut plus trouver d'informations. Tu peux toujours pivoter, c'est ce que tu vas réussir à le faire. Parfois, c'est vraiment très compliqué et c'est plus de l'OSINT. Enfin, l'OSINT a quand même ses limites. Mais non, il n'y a pas vraiment de début et de fin. Quoi. Mais la chose aussi, c'est que, en effet, ce que tu disais, c'est peut-être trop dur pour une personne, mais c'est l'avantage d'une communauté en fait. C'est l'avantage justement de créer des mythes, ce genre de choses, et que tu as une investigation par exemple sur la partie chinoise, bah, tu sais que la personne qui s'y connaît bien sur la partie chinoise, c'est ça. T'as du GeoInt, tu sais que la personne qui s'y connaît bien en GeoInt, c'est un tel, etc. Et en fait, c'est tous ensemble, en fait, on est plus efficace que chacun dans notre coin, en fait. Et c'est ça. Et c'est aussi le principe de l'innovation, en fait, dans la direction de l'innovation et tout ça, c'est ça, c'est mettre en relation des personnes d'horizons différents. Pourquoi? Parce que les personnes ne vont pas se parler en fait de base, mais quand tu les mets tous ensemble, bah en fait ils vont réfléchir à des choses qu'ils auraient jamais pensé tout seuls, et en fait c'est là où ça crée des produits, c'est là où ça crée des investigations, etc. Et moi je l'ai vu sur du GeoInt. Au bout d'un moment, je suis bloqué sur un cas et j'étais avec une personne qui s'y connaît énormément en architecture. Et en fait, il a pu reconnaître le style de l'architecture de l'église qui était derrière, etc. Et avec la matière directement des pierres, elle a dit, ok, mais ça c'est que dans une seule région, quoi. Et directement, voilà, t'avances. Et ouais, tu peux faire des choses tout seul, mais oui, à des moments c'est bien d'être aidé aussi, parce que l'OSINT c'est tellement vaste en fait. C'est trop vaste. Entre la personne qui fait du GeoInt, du SOCMINT, etc., en fait, c'est des matières complètement différentes et tu peux pas être bon partout, quoi. Alors, je parlais un petit peu plus d'outils. Quand on avait fait le talk avec Julien Métayer, on lui avait posé les questions un peu du futur et enfin même du présent avec tout ce qui est IA à la GPT et compagnie. Pour vous, ça va dans quel sens tout ce qu'on est en train de vivre là et la vague d'IA pseudo-intelligence à la ChatGPT et autres? Est-ce qu'on va continuer à pouvoir maîtriser
ce qu'on fait, ce qu'on voit et la qualité des infos qu'on récolte, avec par exemple la création d'images, des fakes dans tous les sens, etc. Est-ce que c'est pas un méga danger pour le zine, ça? Et éventuellement, qu'est-ce qu'il y aurait comme piste d'outils, je te fais des clins d'œil, Palénat, qui pourraient être inventés, développés, je ne sais pas, pour contrer ce problème-là? Bah, après, par exemple, actuellement, sur des photos générées par des IA, typiquement This person does not exist, on arrive à les détecter. Typiquement, les yeux, en fait, ils sont toujours au même endroit. Et la bouche aussi de mémoire. Donc... Mais c'est sûr qu'il y a un jour, ça va devenir de plus en plus difficile de détecter ça. Après, c'est le jeu du chat et de la souris. Il y aura toujours de nouvelles méthodes pour détecter les nouvelles techniques pour se cacher. Il y aura des outils. Après, je pense que l'IA ne remplacera jamais un vrai analyste. Peut-être qu'encore une fois, elle pourra l'aider, mais ça restera un outil. Ça ne va pas remplacer une vraie personne, quoi. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir, je sais pas, une automatisation pour une pré-analyse, par exemple, et essayer de réduire le bruit sur la data que tu récupères? Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Ça va leur permettre ça va permettre aux analystes de gagner du temps, mais ça va pas les remplacer. Je crois pas aujourd'hui que ChatGPT pourrait remplacer un analyste, parce que même sur du dev, il sait écrire du code, mais c'est assez impressionnant, mais c'est pas magique non plus. Question bête, parce que là, du coup, c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Il y a beaucoup de développeurs en OSINT, le développement d'outils. Il y en a. Après, on n'est pas 10 millions non plus. Il n'y a pas 100 milliards d'outils OSINT différents. Parce que mais il y en a, par exemple, Fogjoy, qui a fait Maigret. Il y a quand même une communauté, mais il n'y a pas énormément de développeurs, peut-être par exemple comme en InfoSec. Parce que c'est assez... une espèce de dichotomie, en fait, c'est-à-dire que l'OSINT est hyper à la mode, on entend parler d'OSINT matin, midi et soir, même dans les médias mainstream a priori. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est assez confidentiel, le développement d'outils. C'est quelque chose que, même quand tu t'intéresses aux outils en infosec, en cybersec et tout, c'est pas quelque chose que tu vois couramment, que ce soit sur les LinkedIn, les Twitter ou GitHub, même, c'est pas des choses qui ressortent en permanence, quoi. Après aussi, un des problèmes sur de l'OSINT, c'est que faire des outils open source, ça a certaines limites. C'est-à-dire que tu vas automatiser une technique, sauf que vu que tu la rends publique, il y a des gens qui vont bien entendu l'abuser, qui vont par exemple faire du scrapping, qui vont faire des millions de requêtes, et donc le site va corriger entre guillemets cette fonctionnalité et ça va rendre plus difficile. C'est pour ça qu'il y a des sites comme Epios qui existent, un petit clin d'œil à Sylvain, mais c'est logique, tu peux pas tout mettre aujourd'hui en open source, tu peux pas j'ai tout le code, t'es obligé de, encore une fois, si t'as un site web, t'as des coûts, t'as des serveurs, etc., donc t'es obligé de le rendre payant, en fait, ton outil, et tu peux pas, aussi, faut se rendre compte, c'est comme, est-ce qu'on peut donner, le savoir, pour moi, ça doit être partagé, mais ça a quand même certaines limites, tu vas pas mettre des 0 day, typiquement en infosec, tu mets pas des 0 day sur GitHub avant d'en avertir la personne qui va être affectée, donc, sur DOSINT, il y a peut-être des techniques qui peuvent être utilisées de façon, entre guillemets, pas que mauvaise, mais majoritairement mauvaise, que tu vas éviter de rendre public. Je comprends, il y a un côté éthique en fait qui va faire que t'es stoppé, et en même temps t'as un côté économique aussi qui fait que tu peux pas te permettre. Il y a le côté économique, c'est ça, économique, ou je sais pas si on peut l'appeler technique, mais c'est que je vais par exemple partager une méthode et elle va juste disparaître parce que par le fait que j'ai partagé. Typiquement, j'ai un exemple, c'était sur Twitter en fait, il y a un moment, c'était possible de trouver un compte Twitter à partir d'une adresse email sans être authentifié sur Twitter. Donc c'était hyper intéressant pour de l'OSINT. Il y a une personne qui a fait un thread Twitter et littéralement 5 jours après, la technique avait disparu en fait. Donc tu perds une méthode, alors que si peut-être s'il avait fait un site web, Twitter ils auraient pas su exactement où chercher. Donc peut-être qu'elle aurait duré plus longtemps, ou peut-être qu'il y aurait... Parce que là, on sait pas ce qui s'est passé, il y a peut-être des gens qui ont fait 10 milliards de requêtes, et Twitter ils ont fait wow, on va devoir corriger ça, alors que si c'était sur un site web où il y avait que 10 000 requêtes par mois, ça va peut-être mieux passer. Quand on parle de sources ouvertes, il y a quand même des trucs qui sont plus ou moins cachés. Ce qui est, on va dire, sur des réseaux sociaux ou sur des sites indexés, par exemple, sur le web classique, en général, c'est assez facilement accessible, j'ai envie de dire, via une recherche Google ou autre. Il y a forcément des infos qui sont un petit peu plus en retrait, soit parce qu'on a essayé de les cacher, soit parce que elles sont pas accessibles, je sais pas, par des robots, par exemple, de Google ou autre. Est-ce que, alors en relation avec ce que tu viens de dire, Palénat, est-ce que il y a des fois un principe de discrétion où on se dit ok, là j'ai trouvé une source, elle est incroyable, j'ai plein de trucs, je vais en parler à 2-3 copains mais pas plus, parce que j'ai pas envie que ça se barre et que ça va m'aider pendant 6 mois minimum. Ouais, complètement. C'est sûr et certain. Il y a des choses que tu peux pas mettre en public parce que, comme l'a dit Palenas, il y a des personnes qui vont abuser. Et en fait, à la base, quand on a fait Epios, c'était pour ça.
À la base, je suis un grand fan d'open source et je suis chaud pour partager en open source, mais tu partages en fait le truc qui disparaît. Et oui, bah malheureusement, tu peux pas tout publier aussi. Et aussi, c'est parce que ça peut être utilisé, ça peut être tombé dans de mauvaises mains. Enfin, tu vois, c'est malheureux, mais enfin pour moi, quand tu trouves une technique, quand tu fais des outils, c'est comme un couteau quoi. Après, le couteau, tu peux l'utiliser pour couper du saucisson ou alors tu peux l'utiliser pour égorger quelqu'un. Bah ouais, et tu vois, c'est le grand problème. Et c'est pour ça que en fait, à mon sens, là où il faut se concentrer, c'est ce qu'on fait avec OSINT.fr avec Hugo, c'est l'éducation populaire en fait. C'est justement de sensibiliser les gens, de dire voilà, les règles un peu c'est ça, l'éthique c'est ça, et, euh, et de se dire bah voilà, faut pas abuser non plus quoi. Et c'est super difficile, c'est super difficile à répondre aussi. Parce que bien évidemment, à des moments, tu veux partager tes trouvailles et tu sais que tes potes, bah, ils font des investigations ultra pertinentes sur plein de sujets et que ça peut aider sur des cas dangereux, ce genre de choses, etc. Mais à un moment, quand un secret est partagé entre plus de 2 personnes, bah, c'est plus un secret. Yuj aussi, t'as eu des cas comme ça? Bah, c'est un peu me poser la question, c'est est-ce que j'ai une 0D, est-ce que j'ai utilisé The Wild ou est-ce que je la responsable disclose? Oui, c'est sûr qu'il y a des ressources que j'ai utilisées pendant 8 ou 10 ans sans les partager, et qui fonctionnent encore, mais et très étrangement elles fonctionnent parce que je les ai pas partagées. Voilà. Après, ça veut pas dire, enfin, ça permet d'avoir quelques jokers quand même. Bah, c'est comme des tricks en hacking, quoi. Enfin, tu découvres des nouveaux trucs. Tu sais que si tu la diffuses, t'en fais un tuto YouTube, bah ton astuce, elle va vivre moins longtemps. Oui, c'est ce que. Enfin, je rejoins un peu ce qui a été dit auparavant. Hein. C'est le Red Teamer SA0D, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Les bypass de DR. Bon, bah une fois que t'as utilisé ton bypass de DR, enfin. Très bien. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Noubo, est-ce que tu avais d'autres sujets? Des questions, j'en ai des millions, mais... Non, tu te calmes. C'est ça. Je les garde par devers moi, je les poserai après. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour de table avec un conseil par personne? Ça pourrait être sympa, ça. On reste dans la tradition des talks de la chaîne. Ouais. Très bien. Bon, ben, on va faire ça. Alors, mais si on va faire un tour de table, on va vous demander un petit conseil pour les gens qui nous regardent. On a beaucoup de nouveaux dans le domaine de la cyber qui nous regardent sur cette chaîne-là. Donc, si vous aviez un petit conseil, ça serait très apprécié. Allez, on va recommencer dans l'ordre. Donc, on va commencer avec Navlis. Conseil, j'en ai pas qu'un, j'en ai plein. Non, mais soyez curieux. C'est le premier conseil, absolument. Plein de personnes me disent, ouais, mais comment je fais pour commencer l'OSINT? Pour commencer l'OSINT, il y a besoin de rien, il y a besoin d'un navigateur web et d'une connexion Internet. C'est tout ce qu'il y a besoin, vraiment. Et ils me disent, ouais, mais il faut connaître les outils. Non, certes, il faut connaître quelques outils, mais en fait, c'est juste d'être curieux, c'est d'avoir un esprit, un sens de l'investigation. Et pour moi, la meilleure école de l'OSINT, c'est de lire les articles, c'est de lire les enquêtes qui sont faites par Bellingcat, qui sont faites par OpenFacto, etc., etc. Et en fait, pourquoi? Parce que vous allez voir des personnes qui vont bosser sur l'affaire Skripal, par exemple, et ils vont vous mettre carrément toutes les méthodologies qui sont utilisées. Voilà, on a utilisé tel site web, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et là, en fait, c'est de l'expérience que vous apprenez parce que les personnes ont écrit des choses. Et vous vous dites, ah purée, bah, par exemple, la recherche de numéro de téléphone, ils ont utilisé tel outil. Et bah, vous enregistrez cette information, vous faites vos bookmarks, par exemple, sur votre navigateur, ou directement vous rajoutez, ok, bah, quand j'aurai un numéro de téléphone, j'utilise ça. Et en fait, c'est au fur et à mesure. Et n'hésitez pas à participer à des challenges, à des Trace Labs, ce genre de choses, et à venir sur les communautés OSINT, il y en a plein, mais OSINT.fr, ça reste la meilleure, bien évidemment. Je rigole. Mais non, mais vraiment, parler avec les gens, parce que c'est ça aussi, c'est la richesse de profil, c'est de parler avec des personnes qui viennent d'horizons différents, qui va vous donner un autre mindset et qui va vous faire réfléchir d'une autre manière. Et pour moi, c'est ça, c'est vraiment la curiosité. Et curiosité en gardant en tête 2 choses, c'est l'OPSEC et l'éthique, qui est ultra méga important. Et OPSEC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Operation Security, c'est les manières de se protéger quand vous faites une investigation pour pas qu'on remonte à vous, etc. Donc voilà. C'est après Sylvain, difficile. Donc il a dit de lire les enquêtes de Bellingcat. Moi je vais dire de lire des write-up, c'est-à-dire des solutions de challenge que vous pouvez trouver un peu partout sur le net, en accès libre. Donc ne pas oublier que ça reste des challenges. Donc mais au moins c'est pour comprendre
La méthodologie, vous avez déjà entendu mon astuce avec Signal Arnaque, donc je vais pas la répéter. Voir un peu mesurer votre empreinte numérique avec les moyens du bord, ça c'est toujours intéressant, celle de vos proches ou amis avec leur accord bien sûr, parce qu'on va pas commencer à faire ça sur les gens sans leur accord. Sinon là on rentre dans une catégorie qui est pénalement répréhensible. Et donc il a un peu tout dit, il a rejoindre les communautés, participer à des événements. On parlait tout à l'heure de Zine Village. Regardez, il se passe des choses en Ozint. Bon, tout le monde se crée le titre d'expert Ozint en 2 ans, mais il y a quand même beaucoup de choses, d'initiatives qui ont lieu un peu partout. Des mythes, des conférences, etc. Il y a des documentaires aussi, Sylvain, je crois, qui étaient très bien aussi, de Bellingcat, je sais plus comment il s'appelle. Sur le MH17, c'est ça? Bah, je crois que ça s'appelle le Bellingcat. Ah oui, Bellingcat. Bon, critiquez pas mon accent anglais, s'il vous plaît. Alors, vous êtes prêts? Truth in a post-truth world. Voilà. Yes. J'aurais pas dit mieux. Mais non, il est très bien. Vous avez donc fait Twixcats aussi en documentaire qui est bien. Enfin, il y a plein de documentaires qui sont cool. Et sinon, oui, voilà, ne pas hésiter à faire des exercices qui font travailler le cerveau un peu sur les systèmes de pivotage, de corrélation. Il y a des jeux vidéo qui existent aussi. Alors ok, c'est des jeux vidéo aussi, machin, etc. Mais il y a Simulacra, par exemple, qui est un jeu où vous retrouvez un téléphone portable qui a été perdu de quelqu'un, et vous devez retrouver la personne à travers les réseaux sociaux, à travers résoudre qu'est-ce qui a été l'intrigue derrière, etc. Alors c'est sûr, c'est pas aussi réaliste que la vraie vie, bien sûr, ça reste un jeu vidéo. Mais voilà, il y a des professeurs Layton, des trucs comme ça, qui permettent de voir un peu le mindset d'énigmes, les choses comme ça, c'est bien. Voilà. Ok, merci. Intéressant. J'irai regarder le jeu en question. Ça m'intéresse. Pélénat, t'es chaud? C'est après ça va être compliqué. Moi, je vais donner des conseils que je ne sais pas vous donner. Allez les suivre sur Twitter parce qu'ils postent plein de choses intéressantes, les deux rigolos. Vous pouvez rejoindre nos interfères parce qu'il y a la même chose, ils n'osent pas faire leur pub. Moi, je le fais pour eux. C'est une communauté très bienveillante. Vous pouvez aller poser vos questions. Il y a même une FAQ sur comment débuter. Et le conseil que je donne toujours, quand on me dit comment me lancer dans l'usine, c'est amusez-vous. Faites des choses qui vous intéressent. Parce que se lancer dans un truc qui vous intéresse pas, vous n'allez pas aller très loin. Donc non, trouvez un sujet qui vous passionne et lancez-vous dessus. Comme Hugo l'a dit, ça peut être une très bonne idée de commencer sur soi-même et juste regardez qu'est-ce que vous laissez sur Internet. Et peut-être que vous avez oublié en fait qu'il y a 10 ans vous avez créé un Skyblog et que vous avez des photos que vous voulez peut-être pas que le recruteur dans votre prochaine boîte trouve ou des anciens posts sur Twitter. Donc commencez sur vous et trouvez des sujets qui vous passionnent.